Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par Sybille. Salut Sybille. Wesh. Alors Sybille, tu es un tiers du Queenie Club sur Studio Carton C. Ça, c'est une bonne manière de le mettre. Moi, je me serais même donné moins 2 tiers parce que mon principal rôle dans les Queenie Club, c'est de rire dans le fond. Alors, tu ne te donnes pas assez de crédit. Peut-être. Mais en effet, je suis un tiers du Queenie Club où on parle de tout, mais surtout de rien. Donc ici, ça va me faire plaisir de parler de tout et de rien avec toi. Eh ben c'est parfait. Donc oui, Queenie Club, toutes les semaines, c'est ça ? Toutes les 2 semaines. Toutes les deux semaines sur Studio Carton C, avec Queen Terrast et Moche. Donc Queen Terrast qui est complètement zinzin, Moche qui sait beaucoup de choses sur certains sujets et rien sur d'autres. et toi qui es un petit peu la normie entre les deux finalement. Mais c'est ça. Bon, en fait, je suis un peu là des fois pour essayer un peu de contrebalancer, être un peu là en mode, ah mais attendez, c'est souvent comme ça qu'elles m'ont décrit, c'est l'élément au milieu un peu qui essaie un peu de calmer, parce que c'est vrai qu'il y a Queen Terrast qui est vraiment un train, un TGV même, le bail est parti et tu peux plus l'arrêter. Et du coup, c'est bien d'être un peu entouré, d'avoir des caractères un peu différents pour. Et je trouve que notre trio il fonctionne bien là-dessus. De toute façon, ceux qui t'écoutent connaissent déjà Queen Terrast parce qu'elle est déjà passée un peu plus tôt. Et oui, n'hésitez pas à réécouter le Super Street Fighter Battle qu'on avait fait avec Queen Terrast à la saison précédente. Et donc, Sybille, je te reçois aujourd'hui pour parler d'un concept très ancien, mais dont je trouve qu'il a vraiment eu l'occasion de se développer et de se perfectionner dans la deuxième moitié du XXe siècle et au XXIe siècle. Puisqu'on va parler d'un concept, on va pas trop faire les esthètes non plus. C'est un concept qui a été remis sur le devant de la scène lorsque, en 2019, Brian David Gilbert avait fait le Perfect Poker Rap pour son émission Unraveled. Excellente vidéo, je la mettrai dans la description de l'épisode. Où il avait voulu faire de son poker rap à lui une œuvre d'art totale, ou comme l'avait dit Richard Wagner en bon allemand, un Gesamtkunstwerk. Oh bravo. J'applaudis. 13 ans d'allemand. It shows. 13 ans d'allemand à l'école. Et tout ce que je sais dire, c'est désolé, je ne parle pas allemand avec un bon accent. C'est déjà plus que moi. Le truc, c'est que donc ce concept qui date du 19e siècle consistait à avoir l'ambition de combiner plusieurs disciplines artistiques. Ouais, mais j'ai l'impression, j'étais à lire un peu la page Wikipédia du Gesamtkunstwerk et j'ai l'impression que c'est un concept qui a pas mal évolué. Parce que à l'origine, visiblement, c'était quelqu'un qui voulait. Alors attends, en plus j'avais son nom à côté. C'était un Philippe Otto Runge, je crois que j'avais vu. Ouais, Philippe Otto Runge, qui essayait de représenter à travers ses peintures un peu une espèce de, un peu genre l'univers, en fait, de donner un côté très tangible à ces peintures, représenter un peu l'harmonie de l'univers à travers les couleurs. Donc il n'y avait pas forcément une volonté de mélanger les arts à ce moment-là, mais il y avait une volonté de rapprocher l'art de la vraie vie. Et je pense que ça devait être aussi ça le but derrière le fait de mélanger les arts, c'est de trouver quelque chose qui soit le plus proche possible de ce qu'on vit réellement. Et ça, c'est vrai qu'en art, c'est quelque chose qui est extrêmement souvent visé, de vouloir rendre la vie telle qu'elle est, telle qu'on la ressent. Et ça, il y a eu ça de plein de manières différentes à travers les arts, et je pense que ça va être intéressant d'en parler, mine de rien.
Oui, finalement, on pourrait dire que l'impressionnisme, c'était déjà une volonté d'être plus dans l'émotion que va susciter un paysage plutôt que de sa reproduction photoréaliste. Ouais. Puisque, on le rappelle, hein, déjà au 19e siècle, les artistes savaient que le photoréalisme, c'était une impasse sur le plan artistique. Ouais. Bizarrement, on n'en est pas sorti, mais... Ouais, mais ça en fait, c'est vraiment, vraiment chiant parce qu'au final, le photoréalisme, c'est même pas le plus intéressant. Il y a un moment où vraiment tu veux y aller. Puis en fait, je sais pas, je trouve que de plus en plus, là, alors surtout en plus là, dans le contexte du jeu vidéo, où il y en a beaucoup trop qui essaient de faire des graphismes qui sont très proches de la vie réelle. Alors qu'en vrai, c'est super intéressant de trouver un jeu vidéo qui a sa propre DA, sa propre manière de représenter les choses. Finalement, le réalisme, je trouve que ça tend à devenir de plus en plus chiant. Oui, et dans le cas du jeu vidéo, c'est de plus en plus cher. Hein. Il y avait une très très bonne vidéo. Alors bon, c'est une exclusivité sur Nebula. Alors si vous mettez pas vos sous dans Nebula, ça peut être un peu compliqué, mais c'était une vidéo sur Can Video Games Be Cinema et et c'est un truc dont parle le vidéaste dans la vidéo que bah t'as tous ces jeux qui au fil des décennies essayent d'être photoréalistes, sauf que rien que 5 ans plus tard, bah ils ont l'air datés quoi. Bah c'est ça. C'est aussi ce qui fait que j'ai l'impression qu'un film va vieillir quand même plus vite aussi, parce que ça cherche absolument le réalisme. Genre par exemple Le Seigneur des Anneaux, même si ça reste encore très regardable aujourd'hui, tu vois quand même à pas mal de moments, des moments où tu vois, bon là, c'est pas, là tu vois les effets spéciaux de plus en plus, parce que ça cherchait vraiment à être réaliste, ce qui est assez normal. Mais du coup, je trouve que du coup, tu vois, ça vieillit plus rapidement dans ce sens-là. Ouais, c'est pas l'exemple le plus extrême, Le Seigneur des Anneaux. Hein. Non, non, Mais non. ouais. Alors, je pense que la prélogie Star Wars ou Ah! pire encore, je pense que pire encore que la prélogie Star Wars qui avait une ambition technique puisqu'elle était filmée en numérique déjà en 99. Ouais. Donc il y a des trucs qui se tiennent. Par contre, les effets spéciaux en images de synthèse rajoutés vraiment à la truelle dans l'épisode 4 dans la version de 1997 et les versions précédentes qui ont été détruites par George Lucas parce que c'était c'était cette version-là qui correspondait à sa vision. Là, tu te dis ouais bon c'est chaud quoi. Ouais, et je trouve que ça, c'est vraiment le très bon exemple de l'artiste qui arrive pas à lâcher son bébé, qui arrive pas à lâcher le truc, qui veut se dire non mais je peux perfectionner ça, et en fait, à force de le perfectionner, ça devient un peu je me souviens juste de l'adaptation de Jacques Rivette, donc qui avait été La Belle Noiseuse, mais qui est inspiré d'une nouvelle de Honoré de Balzac, où il y a cet artiste qui veut faire la plus grande peinture, la peinture la plus incroyable du monde, et en fait, à force de la retoucher, il l'a détruit complètement, et la seule chose qu'il en reste, c'est un pied dans un coin qui est parfait, mais tout le reste est absolument illisible et dégueulasse. Et vraiment, George Lucas, à force d'avoir voulu toucher à sa trilogie Star Wars, c'est un peu ce que ça a donné, quoi. Un petit peu ouais. Et il y a aussi ça dans un épisode de Malcolm. Let's go. Où le père essaye de faire la peinture parfaite et il a acheté une grande toile et il passe des semaines à la retoucher dans tous les sens. Et au moment où il estime qu'il a fini son tableau et qu'il est parfait, la couche de peinture est tellement épaisse qu'elle se décroche de la toile. Putain, ça me dit un truc. Et tout le tableau s'effondre sur la famille. Ça me dit un truc, ça. Le coup du tableau qui s'effondre sur la famille, ça me dit un truc. Ouais, j'ai dû le voir. Mais ça, c'est drôle de voir du coup aussi comment les œuvres jouent avec ces artistes qui ont voulu absolument être en rajouter de plus en plus, quoi. Parce que mine de rien, l'art total, c'est ça, quoi. C'est vraiment faire une espèce d'œuvre. Alors, du coup, Richard Wagner, visiblement, il avait réussi à en faire une où c'est vraiment genre sur le théâtre, tu essaies de représenter plein d'œuvres d'art différents. Tu fais, t'as le théâtre, t'as l'opéra, t'as d'autres trucs, j'imagine, de l'époque. Bah, sûrement le roman aussi, mais je sais pas exactement comment il Après, l'a fait. on peut faire la liste des arts. Hein. Ouais, on va faire ça pendant 1 heure. Ça va être trop bien. Non, et alors il y a pas besoin. Il y a pas besoin parce que il y a une liste officielle. Hein.
on dit que le cinéma c'est le 7e art parce qu'il y en a 6 autres avant, tu vois. C'est pas faux ça. C'est pas faux. Je sais pas, quand tu as dit une liste d'art, d'un coup de ma tête, j'ai pensé œuvre d'art. Et là, je me suis dit, oh ouais, ça va faire un gros épisode, là. On y va. Les peintures rupestres, mon gars. On commence là, puis après, on va passer sur tout ce qui s'est fait. Allez, accrochez-vous. Allez, c'est parti. Donc, on rappelle, hein, dans l'ordre, les arts numérotés officiellement tels qu'elles sont acceptées, en tout cas dans le canon occidental. Je ne vais pas me permettre de parler pour d'autres cultures. Donc on a l'architecture, puis la sculpture, puis la peinture et le dessin mis ensemble, puis la musique, puis la littérature et la poésie. Intéressant de séparer les deux, pourquoi pas. En 6, tous les arts du spectacle, donc théâtre, danse, mime, pantomime, cirque, illusionnisme. Okay. En 7, le cinéma. Et puis les arts vraiment du XXe siècle et au-delà. Donc télévision et photographie en numéro 8, bande dessinée en numéro 9. Si vous avez lu beaucoup de magazines de bande dessinée dans votre jeunesse, on parlait tout le temps du 9e art, donc c'est connu dans son domaine. Et le jeu vidéo en numéro 10. Alors peut-être, si je vais me permettre, je dirais que ce serait plutôt le game design en numéro 10 que vraiment le jeu vidéo, mais... Ah, mais là, si tu commences à rentrer là-dedans, on va commencer à dire qu'est-ce que c'est que l'art. Et là, on est parti dans des trucs. Ah, alors j'ai une définition de l'art, mais elle est un peu bizarre. Hein. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors bon, petite hot take et n'hésitez pas à dire sur le Discord à quel point j'ai tort sur ma définition de l'art. Mais ma définition de l'art, c'est toute activité non productive qui n'est pas du sport. Ok. Alors du coup, dans ce cas-là, basé sur cette définition, je vois pas pourquoi tu fais la différence entre le game design et le jeu vidéo. Parce que il y a d'autres jeux. Il y a des jeux qui sont pas vidéo. Tu genre parler des jeux de plateau ou trucs comme ça? Ouais, par exemple. Ah, d'accord. En fait, parce que moi dans ma thèse, quand tu parlais de game design, je pensais que du coup tu restreignais la définition. Mais en fait, à l'inverse, tu l'ouvrais. Eh oui. Oui, du coup c'est pas mal. Moi, j'aurais beaucoup de mal à définir exactement ce que c'est de l'art, parce qu'en fait, ce qui est quand même très drôle, c'est que tu files une définition à un artiste, il va trouver tous les moyens de vraiment essayer de jouer avec les limites à fond. Et donc, du coup, il y a un moment où t'es vraiment... évidemment. Alors, c'est quoi la différence entre de la littérature et de la poésie, par exemple? Parce qu'après, t'en as qui sont arrivés avec des poèmes qui n'ont pas la forme poétique. J'ai oublié comment ça s'appelle, d'ailleurs. Mais... des poèmes en prose, voilà. Ils ont dit, tu sais quoi, tu crois que je peux pas écrire de un poème comme si c'était un roman? Bah écoute, tiens. Et puis même, tu prends simplement l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, ce sont des poèmes épiques, mais c'est des trucs qui ont la taille de roman, quoi. Oui, après, l'Iliade et l'Odyssée, c'est aussi assez particulier parce que c'était la tradition orale et qui a été ensuite retranscrite. Mais c'est très drôle parce qu'on avait étudié l'Iliade et l'Odyssée pendant mes années de fac. J'ai fait des études de lettres modernes, mais on avait aussi du coup un CM de lettres antiques. Et en fait, c'est très drôle parce que du coup, quand tu commences à analyser un peu dire le truc, t'as vraiment des fois ce truc de ouais, alors là, il y a ce chant où on te raconte comment Ulysse et des gens sont allés dans la ligne ennemie, puis après sont repartis. En fait, il se passe rien, ça sert à rien, on sait pas trop pourquoi c'est là, mais du coup c'est là. Et ce côté un peu genre, tu trivialises ces œuvres qu'on te décrit comme vraiment fondatrices dans notre culture, parce que mine de rien, c'est les plus vieux textes qu'on a. Et c'est très drôle en fait de les voir un peu sous ce rapport-là, parce que c'est vraiment là où tu te dis, wow, ça sert à rien de mettre n'importe quelle œuvre sur un piédestal en fait, parce que tout a des limites, tout est critiquable, on n'a jamais fait un truc parfait, quoi. Bah oui, et puis tout est fait par des gens, les gens sont pas parfaits, donc c'est logique que l'art fait par des gens ne soit pas parfait non plus. Exactement. Et c'est marrant que tu aies parlé du Perfect Poker de Brian David Gilbert, parce que c'est justement son message un peu dans cette vidéo que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup les vidéos de BDG. Et ça fait quand même beaucoup rire lorsque il découpe de ouf tout ce qu'il avait prévu et qu'il dit à la fin « Non, mais c'est quand même parfait. » C'est vraiment le meilleur.
Ah oui, si Brian David Gilbert vous manque, sachez que il est devenu le lore master, hein, l'arbitre un petit peu dans l'émission Actually sur Dropout. Donc si vous claquez un petit abonnement Dropout, vous pourrez le retrouver. Très cool, très cool. Je sais il fait aussi des lives sur Twitch, mais c'est vrai que sur YouTube, il a un peu disparu depuis qu'il a pu ses Unraveled. Il a surtout fait des petites vidéos sur sa chaîne, mais on le sait qu'on le voit de moins en moins. Bah, c'est parce que maintenant il a une activité, une activité régulière sur une autre plateforme. Mais donc merci à Brian, hein, pour l'idée de cet épisode. En fait, dans un épisode de Roll You Full, n'hésitez pas à aller écouter Roll You Full, Sectaire parlait du fait que le jeu de rôle, c'était une activité qui était la plus à même de produire de l'œuvre d'art totale, et je comprends d'où il vient de ce côté-là. Mais je pense que le jeu vidéo est lui-même un bon concurrent à un domaine d'activité dans lequel c'est possible de vraiment fabriquer une œuvre d'art totale qui incorpore un maximum d'autres arts dans un même ensemble, dans un même texte. J'utilise ici texte au sens du domaine universitaire de la critique littéraire, donc n'importe quoi peut être un texte tant que c'est une production humaine analysable. Ok. Et donc voilà, dans le jeu vidéo, en fait, le truc qui donne le potentiel d'avoir une œuvre d'art totale, c'est que justement tous les arts qu'on a cités, ils sont dedans. Le level design, c'est de l'architecture. Créer des modèles pour des personnages, pour des environnements, tu vas avoir du dessin, de la peinture et parfois de la sculpture même. Hein, si on prend par exemple le jeu Clay Fighters sur Nintendo 64, où c'est des petits personnages en terre glaise qui sont animés en stop motion et qui se tapent dessus. Oh la vache. Mais même, finalement, ouais, bon, c'est. Je pense que tout le budget est parti dans les graphismes, mais ça, c'est un autre problème. Mais en fait, fabriquer un modèle 3D pour un personnage, c'est un peu de la sculpture, finalement. Tu vas avoir de la musique, tu vas avoir souvent une histoire ou des thèmes, donc tu vas retrouver de la littérature. Pour peu qu'il y ait des personnages qui se parlent et qu'il y ait des comédiennes de doublage qui aient travaillé dessus, ben tu vas te retrouver avec de l'art vivant, puisque tu vas avoir leurs performances vocales qui sont enregistrées. Et le jeu vidéo cherchant à tout prix une certaine branche dans la partie la plus commerciale du jeu vidéo, cherchant à tout prix à devenir comme le cinéma, bah, tu vas retrouver aussi du cinéma dans le jeu vidéo avec des notions de mise en scène, le placement de la caméra dans des environnements en 3D, comment diriger le regard de la personne qui joue, tout ça c'est des questions cinématographiques aussi. Oui, bah, dans les cinématiques, on est clairement dans des considérations cinématographiques pour savoir comment tu vas mettre tout ça en scène. Et je pense même que, par exemple, si on prend un point de vue où on a le plus de liberté, genre dans un FPS où on guide nous-mêmes la caméra, je pense que même là, en fait, on va vraiment réfléchir l'environnement de manière à le montrer d'une certaine manière aussi. Ah oui, bien sûr. Comment est agencé l'environnement pour que le réticule soit attiré par les parties importantes et que une fois que le réticule est bien positionné, ça crée une mise en scène. C'est des questions que les level designers se posent quand les ils font le jeu, c'est sûr. Donc tu peux pas trop y échapper, quoi. Ouais. Et donc si on ajoute à ça le fait que tu as la notion de game design puisque tu conçois un jeu et que ça doit être une expérience ludique, et ben là on a quasiment la totale, hein, potentiellement dans un jeu vidéo. Et c'est vrai qu'en plus, c'est même pas tant dans le fait de vouloir représenter tous les arts, parce qu'il y a des jeux vidéo qui essaient de représenter des peintures, de faire de la poésie aussi en mettant des textes dedans, mais c'est vrai que même juste dans la conception même d'un jeu vidéo, quand tu le réfléchis, c'est vrai que tu vas utiliser des notions qui viennent de plein d'arts dans leur globalité. C'est vrai, ça. Et alors je dis pas que tous les jeux vidéo y arrivent forcément, mais parfois il y en a qui s'en approchent. Et parfois il y en a qui s'en approchent de manière un petit peu inattendue. Mais par exemple,
au début des jeux en 3D, dans la deuxième moitié des années 90 et au début des années 2000, il y a eu des jeux qui ont un petit peu essayé de faire oublier, entre guillemets, que c'était des jeux, notamment en dissimulant leur affichage d'éléments extérieurs à la diégèse du jeu, donc le HUD, hein, le Heads-Up Display, qui parfois était complètement absent, ou qui apparaissait seulement quand il était utile. Je pense à un jeu comme Soul River, où si t'es pas en train d'utiliser tes ressources, tu n'as rien d'autre que les personnages qui apparaissent à l'écran. Et donc t'as vraiment juste l'image du jeu, comme si tu regardais un film. Parfois c'est aussi fait de manière un petit peu plus... quand tu peux pas faire autrement que d'intégrer des informations importantes, ben tu vas avoir par exemple des jeux à la première personne comme Halo, qui vont mettre le compteur de munitions de ton arme sur l'arme et pas dans un HUD qui est extérieur au jeu. Ou alors l'exemple, ou alors Dead Space, où tu vas avoir pareil ta santé qui apparaît directement sur la colonne vertébrale du personnage. Ou alors je pensais à l'exemple qui pour moi est le plus intéressant, parce que à la fois à la fois le jeu reconnaît qu'il est un jeu vidéo, mais il essaye de donner du sens à l'affichage de ces données, qui est Metroid Prime, où toutes les informations sur combien de munitions tu as, combien de santé il te reste et tout, font partie de l'affichage du casque de Samus, et le jeu se joue depuis l'intérieur du casque de Samus. Ah oui, je vois. Ah, c'est intéressant de voir toutes les différentes idées de design pour inclure toutes ces informations de manière assez alors, pas forcément subtile, mais en gardant l'immersion, quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée de garder l'immersion, et moi je trouve ça hyper intéressant, parce que tu vois qu'il y a plusieurs manières de l'exécuter, et puis il y a des fois où ça marche et des fois où ça marche pas. C'est-à-dire que tu vois, Metroid Prime, t'arrives sur la planète, il pleut, t'as les gouttes de pluie qui restent un petit peu sur la visière. T'es vraiment en train d'explorer, t'as vraiment l'impression d'être en train d'explorer un nouveau monde. Ouais. Et puis tu tues un ennemi, puis il y a un bonus qui flotte et tu marches dessus et tu l'absorbes et ça t'a rendu des points de vie. ouais, d'accord, ouais, ça reste un jeu vidéo. Mais je pense qu'il y a certaines mimiques, certains gimmicks comme ça du jeu vidéo qui sont difficilement contournables. Et je pense que c'est aussi bien qu'un jeu vidéo se souvienne que c'est aussi un jeu vidéo, et qu'il essaye pas de faire absolument du réalisme. Ça, je me souviens que c'était un truc dont on avait parlé dans notre épisode sur Dishonored, parce que c'était vraiment en mode, pour faire un bon jeu d'infiltration, il faut aussi que les PNJ, ils soient un peu cons pour nous permettre de quand même de nous permettre de nous abuser, et de pas avoir un truc qui soit trop rigide dans ce qu'on fait. Parce que si c'était full réaliste, tu t'arrives jamais à t'infiltrer convenablement, quoi. Oui, oui, c'est hyper dur de s'infiltrer, sauf si c'est pour cambrioler le Louvre, où le mot de passe est Louvre. Ça, c'est Rendez les bijoux. Rendez les bijoux, déconnez pas. Putain, ouais. Non, mais moi, l'exemple que j'avais en tête, le cas du jeu d'infiltration, il est intéressant, effectivement, parce que tu as raison, si l'IA des ennemis est trop poussée, tu te fais repérer à chaque fois. Non, moi je pensais à Red Dead Redemption 2, où tout prend des plombes parce que tout est animé de manière réaliste. Alors quand t'as Jean-Michel qui a tué les ennemis et qui fouille les corps, tu le vois qu'il écarte les vêtements, il fouille le coffre, machin. Oui, moi, j'ai pas toute la journée, moi. Oh les fameuses couilles de cheval, moi voilà, hein, à partir de là. Et qui, à côté de ça, se permet de faire du bullet time où tu fais 3 headshots en 1 seconde. Ah ouais. Ça c'est particulier. Enfin, c'est vraiment, des fois tu sens qu'ils se sont dit non mais attends, on veut rendre le jeu réaliste pour tel truc, mais en même temps on veut aussi garder le jeu cool, quoi. Donc ouais, non mais c'est assez particulier, donc bon. Ouais.
Et après, je suis pas sûr qu'il y ait qu'il y ait forcément de bonnes solutions, tu vois. C'est à quel point on fait, à quel point on fait oublier que c'est un jeu ou pas. Non, je pense que tu vois, quand t'as parlé des headshots, moi, ça m'a rappelé un truc dans Hitman Blood Money où tu peux survivre si au moment où tu meurs pendant l'écran de ralenti, tu fais 5 headshots. Ce qui est un truc qu'on a trouvé quand même assez con quand on a fait le jeu parce qu'il veut absolument t'obliger à ne pas jouer de manière létale. Bon, moi je fais le jeu en rookie et je suis absolument con, donc j'ai fait le jeu en létal, bien évidemment. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi ajouter ça quand ça semble même pas correspondre à ce que enfin, à l'intention même du jeu, quoi. Donc, Ouais. il y a vraiment des fois des choses comme ça où, je sais pas, ils ont vraiment plus pensé à l'aspect, ouais, ça, ce sera cool, avant de penser à l'aspect, bah, cohérence dans le but global du jeu vidéo. Bah, surtout que, ouais, dans le cas du Hitman Blood Money, la mécanique que tu décris, on dirait une mécanique de Max Payne et pas une mécanique de Hitman, quoi. Oui! Bah, de ouf! Et Max Payne, pour le coup, moi, c'est beaucoup plus bourrinade, Bah film oui. noir un peu, donc ouais, ça fait plus sens. Donc, ouais, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Bah, faudrait leur demander. Après, ça peut être aussi, enfin, le truc, c'est que le truc, c'est ce qui est intéressant avec les jeux vidéo, et je trouve que c'est ce qui est aussi assez intéressant de plus en plus avec les arts assez récents. Après, est-ce que les arts c'était forcément solo, je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est c'est des équipes qui bossent sur une œuvre, et du coup, dans la mesure où c'est des équipes, il y a plusieurs points de vue qui vont s'entrechoquer et pas forcément toujours tomber d'accord sur certaines choses. Donc, on peut imaginer qu'il y avait d'un côté des personnes qui voulaient faire vraiment un jeu d'infiltration, de l'autre côté des personnes qui ont dit ouais, mais ça reste un jeu vidéo où on peut tuer des gens. Il faut quand même garder un côté un peu cool et badass. Et imaginez que du coup, ces deux visions sont un peu entrechoquées et ont créé cette fusion un peu bâtard, pas toujours très cohérente, mais et qui était là pour plaire un peu à tout le monde, quoi. Le cinéma, c'est aussi ça, c'est vraiment une manière de trouver aussi un compromis pour que ça corresponde à la vision d'un peu tout le monde. On a tendance à dire c'est le film de son réal. Pas tant que ça, hein. Est-ce Oui, bah, ça, que oui, parce qu'il il y a quand même beaucoup de gens Hmm. autour, quoi. Bah, de ouf. Et souvent, dans mes études, ce qu'on me disait, c'est que au cinéma, un film, on l'écrit 3 fois. Tu l'écris une fois en écrivant le scénario, tu l'écris une deuxième fois pendant ton tournage, et tu l'écris une troisième fois pendant ton montage. Donc, sachant qu'il y a quand même beaucoup de jeux vidéo où le scénario, c'est une personne, la réal, c'est une autre personne, et le montage, c'est une troisième personne, en termes de communication, bon voilà, sauf si chaque personne est vraiment en mode, on va respecter la volonté de tel artiste, mais il y a quand même vraiment plusieurs points de vue qui vont s'entrechoquer. Et tu peux pas dire que toutes les décisions dans un film sont attribuées au réel, parce qu'il y a aussi plein d'autres personnes autour qui étaient là et qui ont sûrement donné leur vision là-dedans. Oui, bah, ça, c'est un truc qui est inévitable, en fait. Tu peux pas être, enfin, à moins de vraiment tout faire tout seul, comme un putain d'animal, genre le roi et l'oiseau, t'es obligé de faire des compromis avec des gens, quoi. Oui, bah ouais, c'est ça, hein. Même quand tu dois distribuer le film, enfin, tu... Ah oui, ah oui, il faut que les producteurs aient envie, il faut que les producteurs pensent que ça va leur rapporter de l'argent, quoi. Bah, il y a ça, hein. Puis bon, moi, je me souviens aussi que j'avais déjà parlé de Guerre et Paix de Sergei Bondarchuk, un film de 7 heures, et du coup, pour l'exploitation en salle, il a été découpé en 4 parties pour pouvoir être visionné. Donc bon, là, par exemple, c'est aussi un cas où, bah, tu veux faire ton truc, mais en même temps, faut pouvoir plaire à d'autres personnes, donc tu découpes en plusieurs parties. Moi, j'ai le même souci actuellement dans mon roman, parce que j'écris un roman qui est beaucoup trop grand pour être proposé à des maisons d'édition qui ont une limite de caractère, donc je suis obligé de tronquer ce que j'ai fait pour me dire, ok, bon, bah, ce truc, je voulais que ça soit un tome, au final, bon, bah, ce sera 2 tomes. Bon, t'es obligé de faire des concessions. Ouais, mais ça, est-ce que c'est pas un petit peu la base de l'expérience littéraire de Kill Your Darlings? Ah putain, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un peu ça. D'ailleurs, attends, tant qu'on parle de littérature, quand tu parlais d'art total, j'ai repensé aux Misérables de Victor Hugo, parce que lui aussi, quand il a écrit Les Misérables, il avait un peu cette idée de mélanger
plein de choses. Alors de faire à la fois une œuvre politique, de faire une œuvre littéraire, de mélanger différents formats, la poésie, les coupures de journaux, de faire une œuvre aussi historique. Moi je me souviens de ce chapitre où c'est littéralement il passe 20 pages à te raconter l'évolution des égouts à Paris pour te dire comment le progrès c'est bien. Et moi je me souviens que j'ai lu ça et j'étais en mode mais putain mec avance dans ton histoire là je m'en bats les couilles des égouts de Paris. Ah mais non mais ça c'était important pour lui ouais. C'était important pour lui et je pense qu'il y avait aussi une idée de faire un peu une œuvre totale à travers la littérature en parlant de tout ça. Et c'est vrai que du coup, quand il te décrit les personnages, quand il te décrit aussi leur environnement, il y a un côté un peu se focaliser sur l'architecture en faisant le portrait de ton personnage à travers son environnement aussi. Bon, ça, c'est quelque chose que faisait beaucoup Balzac, mais globalement, un peu tous les réalistes faisaient ça. C'était une manière de dire que l'environnement dans lequel tu grandis va aussi te définir toi. Donc, on passait beaucoup de temps à décrire un peu tout l'environnement, l'architecture, les objets, les meubles, tout ça. Donc dans la littérature, ça mélange beaucoup de choses, mais ça a ses limites forcément, parce qu'il n'y a pas l'aspect visuel, ça reste à l'écrit. Alors que justement, le jeu vidéo a ce Oui. bonus d'être visuel. Ouais, mais Victor Hugo, il avait aussi dit en écrivant Notre-Dame de Paris que l'architecture c'était le témoignage des civilisations et que justement c'était parce que à l'époque où il l'écrit la cathédrale elle tombait en ruine quoi et la popularité du bouquin ça a donné de l'élan pour lancer des travaux publics pour la restaurer à l'époque. Ah ouais. Bah c'est ce truc de l'architecture, c'est attends, c'est quoi ce qu'il disait? L'architecture, c'est le témoignage du passé? Des civilisations, c'est Des ça qu'une civilisations. civilisation va laisser. Ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, ça va être, ça c'est un truc dont j'ai beaucoup entendu parler quand on m'a parlé du syndrome de survivant, on se fait une image d'un passé en se basant que sur ce qu'on a gardé, mais sur ce qu'on a gardé, c'est vraiment genre le top du top de la civilisation, et ça représente pas toute une époque, ça représente juste une chose fait à un moment et qui a pour le coup bien tenu. Parce que tout ce qui s'est fait à une certaine époque et qui était de la merde qui a pas tenu, bah ça s'est écroulé, on a fait d'autres trucs quoi. Là, du coup, je parle d'architecture. Donc c'est vrai que c'est une trace des civilisations, mais on va dire que c'est plutôt une trace de ce qu'une civilisation a fait de mieux, de plus solide, en tout cas. Oui, de plus résistant. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Là, les cathédrales, pour le coup, on est sur des exemples quand même d'architecture quand même assez solides, qui ont été vraiment pensés pour supporter des gros poids et être vraiment des machins énormes qui puissent supporter à peu près tout, quoi. Personnellement, je suis une énorme fan de cathédrales. J'avoue que quand je vais dans une nouvelle ville, je vais directement aller visiter soit les cathédrales, soit les églises. Je suis allé à Rouen récemment, je me suis fait kiffer. C'était génial. Donc ouais. Oui, non, mais c'est vrai que les cathédrales, enfin, je pense que la cathédrale, c'est aussi un bon moyen de se rendre compte que l'architecture, c'est un art et pas seulement un truc utilitaire. Ouais. Parce que tu peux combiner les considérations esthétiques avec les considérations pratiques et les contraintes physiques de ton bâtiment. Ouais. Ça, je me souviens que l'architecture, on en avait beaucoup parlé en philosophie, parce que au lycée, là, je sors mes vieux cours, lorsqu'on essaie de faire l'opposition entre l'art et l'artisanat, en disant que l'artisanat, ça avait un côté plus pratique que l'art. Et du coup, justement, on parlait de l'architecture, en disant on avait d'un côté l'artisanat, l'architecture en tant qu'artisanat, parce que c'est pour un côté plus pratique, plus que esthétique. Mais en même temps, ça réduisait l'art à un côté esthétique, alors que voilà, c'est des considérations qui ont, qui ont leurs limites. Mais et ça, en fait, c'est intéressant de voir à quel point une technique peut être utilisée pour faire plein de choses différentes et, euh, et être vraiment utilisée pour porter un message et pas juste être pratique. C'est vrai que l'architecture, c'est un très bon exemple pour ça. Oui, et alors justement, c'est là que ça devient hyper intéressant ce que tu dis, parce que pour rebondir sur le jeu vidéo, euh, le game design, c'est aussi un moyen de porter un message avec la spécificité du médium, hein, comme je crois que c'est Roland Barthes qui disait ça, je sais plus. Ah, peut-être. J'avoue, je n'ai pas la ref. La spécificité du médium, c'est un concept. Ah oui, je pense voir. Peut-être que c'est un truc dont on avait parlé.
C'est une manière de dire qu'en gros, chaque art a sa propre spécificité par rapport aux autres, et c'est ce qui la définit. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Par exemple, le fait que dans... Putain, c'est rendu de la merde Google parce que j'écris spécificité du médium et il me parle de voyant, quoi. Super. Oh putain, super. Non, mais si tu veux, je peux combler pour l'instant parce que moi, je me souviens euh, je me souviens, ça a été une question qui s'est beaucoup posée par rapport au cinéma, savoir c'est quoi la spécificité de ce médium. Il y en avait qui se disaient, est-ce que ce serait, enfin, il y en avait qui disaient que ce serait le montage qui faisait la spécificité du cinéma, mais le truc c'est que le montage, tu le trouves aussi en photographie, par exemple. Est-ce que c'est les mouvements de caméra? Mais bon, c'est des questions qui sont beaucoup posées sur des œuvres, et je pense qu'on arrive peut-être un peu sur une impasse à essayer de trouver absolument ce qui est spécifique à chaque œuvre d'art pour la définir, parce que même dans le roman, qu'est-ce qui est spécifique au roman, qu'est-ce qui le sépare de la poésie. Enfin, c'est ça aussi, enfin, vu que, comme j'ai dit avant, les artistes, ils s'amusent à brouiller les pistes à chaque fois, ça devient de plus en plus compliqué, parce que quand tu vas lui dire, ouais, la spécificité de cet art, c'est ça, il va arriver en te disant, bah non, tu vois, genre, spécificité du cinéma, c'est le montage, t'as un mec qui arrive, tu sais quoi, je vais faire tout mon film en plan séquence, et tu vas aller te faire foutre. Donc bon. Bah, alors, là, tu vois, là où je suis pas d'accord avec ton petit malin imaginaire, Ah. c'est que choisir de faire un plan séquence, c'est un choix de montage. Ah, faire le choix de ne pas faire de montage, c'est le choix de faire du montage. Oh là là, je vois où tu essaies de me guider. C'est-à-dire que si c'était pas ça la spécificité du cinéma, ton réalisateur imaginaire ne pourrait pas chercher à faire le malin. Alors, réalisateur imaginaire, non, je pensais notamment au film Victoria qui était sorti, je crois, en 2015. Qui est un film qui est un film filmé entièrement en plan séquence qui dure genre 2h20, qui a failli pas se faire parce que de Sebastian Schipper, voilà, c'était ça le nom du réel. Où en fait justement, enfin, et du coup bon, tu filmes en plan séquence, donc le tournage c'est littéralement juste une prise de vue, et en fait ils avaient fait 2 fois et c'était chié, du coup ils s'étaient dit bon écoute, on l'a fait une dernière fois et si ça passe pas j'abandonne, et heureusement c'est passé, donc le film a pu se faire. Mais c'est un exercice quand même très particulier. Mais bon, mon film imaginaire, il existe, ok. Hein. Bon. Après, il y a aussi l'Arche russe de Sokourov, mais il paraîtrait que il y a une petite coupure au milieu et que du coup, bon, là, il y a un peu de montage. C'est comme Birdman, où c'est un faux plan séquence, il y a du Oui, oui, montage à oui. l'intérieur. Donc c'est pour ça que je cite pas Birdman. Pour le coup, Victoria, c'est vraiment 2h20 de prise de vue en prise de vue réelle, quoi. Ouais, je vois. Alors, moi, j'ai retrouvé, le concept a été vraiment mis en avant par Clément Greenberg. Ah, ça Donc, me dit absolument rien. moi non plus. Autant Roland Barthes, c'est un nom que j'ai C'est- déjà entendu, mais alors Clément Greenberg, pas du tout. Bah, c'était un critique d'art, apparemment, spécialisé dans l'art moderne. Et il est mort en 1994. Ok, ok. Mais même si, enfin, tu vois, c'est là en fait, ce dont on est en train de parler, c'est un truc qui est le problème plus large de la catégorisation. Hmm. C'est-à-dire que les catégorisations c'est utile, mais il faut garder en tête que ce sont des concepts qui sont qui sont seulement des simplifications du réel et que le réel est Hmm. toujours plus complexe que les catégories qu'on invente et que c'est toujours hyper compliqué de vraiment créer des boîtes dans lesquelles ranger des choses et qu'il faut accepter qu'il y a des choses qui sont sur le bord de la boîte, qui sont sur deux boîtes en même temps, que Hmm, la hmm. boîte elle est un peu cassée. Ouais. Et pour moi, si tu gardes ces précautions-là en tête, un concept comme la spécificité du médium reste utilisable, tu vois. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais de toute façon, les catégorisations, elles sont surtout là dans un but marketing. Et pas marketing dans le sens forcément capitaliste. C'est genre quand tu vas parler de tes potes de telle ou telle œuvre, bah tu vas essayer de leur donner des idées assez simplifiées de ce que c'est pour qu'ils aient une image un peu de l'œuvre et de savoir est-ce que ça va leur donner envie ou pas de plonger dedans. C'est une manière. Enfin, je pense que on va naturellement vers les catégorisations parce que
il y a une, il y a un besoin de se faire comprendre lorsqu'on va parler de telle chose. Et du coup, on va forcément devoir simplifier parce que si tu veux parler d'un film de 3 heures, bon, bah, si tu veux le vendre à tes potes, il va falloir simplifier à un moment. C'est pareil avec tout, hein. Mm. C'est hyper vrai c'est hyper vrai dans les sciences aussi. C'est-à-dire que j'avais écouté un podcast il y a pas très longtemps qui parlait des arbres. Mm. Et en fait, figure-toi que autant autant tu vois un légume, ça n'a pas de définition botanique, c'est un truc que t'es prêt à entendre parce que tu te dis ouais, ok, en fait c'est juste c'est une plante pas sucrée qu'on mange, ok. Mm. Euh, mais en fait, les arbres non plus n'ont pas de définition botanique. Ouais. C'est Mais en fait, mais ça c'est un truc, c'est-à-dire qu'en fait c'est les choses sont compliquées à catégoriser. Enfin bon, l'exemple le plus connu c'est celui de la tomate où c'est catégorisé en tant que fruit, mais dans le domaine de la cuisine c'est un légume parce qu'il est cuisiné en tant que légume. Enfin, en fait c'est vraiment il y a très peu de choses qui rentrent réellement dans les catégories, même sans que ça vienne des humains. Enfin, j'avais dit avant qu'un artiste, tu lui donnes une définition, il va essayer absolument de jouer avec pour en sortir un peu, mais pas trop non plus. Bon, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un humain derrière pour absolument jouer avec les catégorisations, quoi. oui, non, mais de toute façon, même la définition de l'art que j'ai donnée, il y a des contre-exemples, tu vois. La gymnastique rythmique et sportive, c'est du sport et t'as une dimension artistique qui est complètement indissociable. Le patinage artistique, c'est pareil, c'est une discipline sportive et pourtant c'est aussi une discipline artistique. Donc même les définitions qu'on essaie d'avoir, vous voyez, pour moi, tant qu'on accepte que les définitions sont à la fois imparfaites et fluides, c'est pas un problème. Oui, c'est ça. En fait, faut vraiment. Moi, c'est une manière que je vois les trucs, c'est qu'une définition, c'est ta vision de ce que c'est l'art. Mais en fait, je devine assez bien que si on rentrait vraiment dans le détail, on en verrait les limites. Et en même temps, ce serait Oui. pas une manière de dire bon bah voilà, tu dis de la merde, ferme ta gueule en fait. Non, je trouve que Et c'est oui. vachement intéressant en fait de discuter des limites et de voir jusqu'où ça peut aller. Et oui, c'est pas comme les maths où un contre-exemple suffit à détruire un théorème. C'est on n'est pas en train de faire des maths. Les maths, c'est aussi un côté Euh, un peu fascinant en vrai pour savoir jusqu'où certaines personnes ont poussé ça. Enfin, je me souviens qu'on avait parlé un peu des maths qui ont essayé de créer un monde qui soit en dehors des clous des théories euclidiennes, enfin de la géométrie euclidienne. Et c'est vrai que je me dis putain, mais c'est fascinant. Mais du coup, c'est un moment où même les maths peuvent devenir artistiques parce que ça te fait des représentations assez uniques, quoi. oui, alors après, ouais, des dingueries faites avec les maths, il y a un truc. Il faut juste que je m'assure que c'est le. Ok. Donc, en fait, les mathématiques, enfin tout l'édifice de ce qu'on appelle communément les mathématiques, ça se base sur un axiome qui s'appelle l'axiome du choix. Hmm. Alors je vais pas entrer dans les détails parce que c'est vraiment pas mon domaine de. J'aime bien les maths, mais je suis vraiment pas spécialiste, donc je vais pas dire de conneries. Mais en gros, tout ce qui ressemble à des maths pour quelqu'un qui est pas ultra pointu expert en mathématiques, c'est basé sur l'axiome du choix, mais tu peux faire des mathématiques sans l'axiome du choix, et ça crée des champs complètement différents. Oh. De toute façon, les maths, ça peut rentrer dans l'art, hein. Moi, quand je vois que dans la partie 7 de Jojo Bizarre Adventure, la Steel Ball Run, le rectangle d'or, le nombre d'or a vraiment une grande importance. Ça, c'est là où Ah je bah dis, ça, ouais, c'est... il y a des choses à voir. Ah, ça, c'est toute la perspective dans la Renaissance qui était basée, tous les tableaux de la Renaissance, la Oui, perspective est basée sur le nombre d'or, hein. bah, Tu n'y échappes pas. oui, mais t'as même aussi pas l'architecture, la sculpture, lorsqu'on te dit, voilà, alors ça, c'est des proportions à respecter, t'avais aussi un côté mathématique là-dedans. Oui, oui, et puis alors le nombre d'or en plus, hein, si vous en avez sûrement chez vous, hein, puisque si vous prenez du papier à imprimante, hein, tous les formats A3, A4, A5, tout ça, le rapport de la longueur sur la largeur du papier, c'est le nombre d'or, Incroyable. Incroyable. Il est hein. vraiment Incroyable. partout. Il est partout. Mais donc pour revenir, parce qu'on va s'approcher du moment où je vais pouvoir parler de ma hot tech.
Oh, waouh. Est-ce que toi, tu as un exemple de jeu vidéo qui, à ton avis, s'approche du Gesamtkunstwerk? Alors, tu vois, j'étais un peu en train d'y réfléchir pendant qu'on parlait dans les jeux vidéo que j'ai fait. Alors, faut savoir que moi, j'ai pas fait une full quantité de jeux vidéo non plus. J'ai pas un savoir. Euh, bref. Mais j'essaie un peu d'y réfléchir. J'ai pas pu forcément trop creuser la question, mais c'est vrai que je me suis pas mal posé sur Elden Ring là. Je me suis dit que, en effet, là, je voyais un peu tout. Bon, la côté architecture est quand même vachement important quand tu vois la gueule des bâtiments, quand tu vois la gueule d'un peu tout. Et du coup, dans l'architecture, tu avais aussi la sculpture, tu as des peintures, tu retrouves pas mal d'arts différents là-dedans. Bon, après, la narration dans un jeu vidéo, c'est toujours assez particulier. Là, pour le coup, Elden Ring, c'est pas forcément le jeu le plus narratif du monde. Donc, là, ça a peut-être ses limites pour le coup. Mais bon, t'as littéralement des jumpscares dans un jeu comme Elden Ring, ou même dans les Souls globalement. Donc ça aussi, on peut te parler de mise en scène un peu cinématographique pour le coup, pour te créer ces moments-là. Ouais. Après, je pense à un jeu vidéo qui pour le coup n'est pas un Gesamtkunstwerk, mais vraiment va te mêler de ouf le cinéma avec le jeu vidéo. C'est Immortality. C'est Sam Barlow, je crois, qui a fait Immortality, où en gros, t'as une actrice qui a disparu, elle a tourné que 3 films qui sont jamais sortis dans sa carrière, et en fait, on va chercher un peu ce qui lui est arrivé en fouillant les rushs de ses films. Donc du coup, on va passer d'un film de non-exploitation, un film noir, et un film d'auteur plutôt contemporain. On va regarder un peu tous les rushs, on va voir un peu ce que les films racontent, on va voir aussi les rapports entre les acteurs et actrices, parce que on voit des images qui sont sur le tournage, des images qui sont durant la lecture du scénario, entre les acteurs, donc pas forcément en costume ou quoi. Donc c'est super intéressant pour savoir non seulement comment un film se fait, mais aussi pour voir un peu les rapports humains aussi en dehors de la caméra, parce que quand t'as le plan, tu vois forcément c'est le rush entier, donc c'est le moment où la caméra est lancée, donc l'acteur est pas forcément dans son personnage, tu le vois être dans son personnage, et après t'as le cut, où après tu les vois un peu sortir de leur personnage justement, et ça crée des scènes qui sont assez frappante parce que tu sens qu'il y a des choses qui se passent derrière la caméra dont on n'aura pas forcément les détails. En plus, c'est juste un moment, tu vois une actrice qui est un peu chamboulée en dehors de son rôle et tu te dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé pendant le tournage pour qu'elle se sente comme ça? Ouais, c'est hyper intéressant. C'est un peu le prolongement de ce qu'il y avait déjà eu avec Her Story. Que j'ai toujours pas fait, mais j'ai envie de le faire. Enfin, ça me fait penser à ça, tout ce que tu me racontes là sur Immortality. Bah, J'ai c'est l'impression Sam que Barlow aussi qui a c'est... fait Her Ouais, Story, ouais, c'est ça. donc legit, donc c'est un peu, ouais, en effet, j'en ai pas mal entendu parler, donc c'est pour ça aussi que j'ai très envie de le faire, parce que ça a l'air d'être vraiment à fond sur ces considérations-là, et moi c'est vrai que ça me parle beaucoup. Mais en fait, le truc, c'est que là, si on essaie de parler d'art total aujourd'hui, où on essaie de regrouper un peu tous les arts, on a quand même beaucoup plus d'art à regrouper qu'au 19e siècle. Et du coup, je trouve ça aussi intéressant de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de faire rentrer un peu tout ça. Mais je pense que dans la mesure où c'est des œuvres d'art qui sont très vastes, enfin, on peut parler de la peinture même en dehors du jeu vidéo, genre dans les artbooks par exemple, quand on te fait Ouais, tout à les fait. designs. Ça aussi, ça rentre mine de rien dedans, mais c'est pas pour le coup quelque chose que tu vois immédiatement quand tu joues aux jeux vidéo. C'est des choses que tu vas voir lorsque tu vas voir un peu comment tout ça s'est fait. Et là, du coup, dans l'écriture, t'as aussi à un moment une écriture qui est quand même écrite. Donc, genre, le scénario pour le cinéma, ça rappelle aussi les pièces de théâtre qui étaient écrites avant d'être jouées. Donc, Tout à fait. il y a, mine de rien, même juste dans la manière de faire, et tu l'avais très bien dit au début lorsque tu disais quand on réfléchit toute une map, bah, du coup, tu penses aussi à l'architecture, tu penses aussi à la mise en scène de la caméra. Même juste dans la manière dont c'est fait, on va pas mal mélanger différents types d'art. Mais je pense que c'est aussi parce que quand on a un nouveau médium, ça va aussi un peu hériter de tout ce qui s'est fait avant. Donc en fait, un peu de manière assez naturelle, ça va reprendre pas mal d'éléments qui ont déjà été faits par le passé pour donner ce nouveau médium-là. Et le jeu vidéo, c'est un peu l'héritage de tous les types d'art qu'on a pu voir avant. Et donc du coup, ça a beaucoup joué avec ça. Là, je suis parti dans mon truc. Là, j'ai repensé à un jeu, à What Remains of Edith Finch, où il y a des cinématiques qui vont vachement s'inspirer enfin, il y a une cinématique qui s'inspire vachement, qui a un découpage vraiment bande dessinée, quoi. Où Oui, tout à fait. Il y a un niveau dans Edith Finch où on joue dans une BD, ouais. Oui, exactement. Et ça je trouve ça intéressant, en fait. Edith Finch, c'est vraiment un jeu qui s'est dit,
chaque histoire va avoir son propre petit gameplay, et du coup, en cherchant son propre petit gameplay, t'as ta propre mise en scène, et du coup, ça va aussi beaucoup jouer avec les codes et avec les différents médiums artistiques. Ça, c'est un truc que le jeu vidéo Oui. peut se permettre, et qui marche, mine de rien, c'est bien. Ouais, bah Edith Finch, c'est un très bon exemple, parce que justement, il y a un style très précis, à la fois visuel et narratif à chaque histoire qui est racontée, qui est hyper intéressant. Edith Finch, c'était Paul, il y a très longtemps, il avait recommandé ça à la fin d'un Pragmastic, et je ne peux que appuyer sa recommandation. Le petit bémol que je fais, c'est que vaut mieux le faire avant d'avoir des enfants. C'est... Et si vous avez des enfants, il faut soit bien vous détacher, soit bien vous blinder avant de commencer. Ouais, il y a des choses assez dures dans ce jeu, ouais, clairement. Donc, ouais, moi l'exemple que j'ai, alors... Oui, en effet, ton exemple, parce que c'est vrai que du coup, t'avais quand même ton truc aussi en tête. Ouais, ma hot take, hein, c'est que le jeu qui pour moi c'est le plus rapproché d'une œuvre d'art totale, c'est pas forcément par sa manière de manier les différents types d'art, mais sa manière d'intégrer tous les éléments du jeu à son thème central. Mm-hmm. Et ce jeu, c'est... Attention. Accrochez-vous bien. Voilà. C'est Xenoblade Chronicles 2. Ah que j'ai pas eu tout fait, mais... Donc un bon gros JRPG de 100 heures sorti en 2017 sur Switch. Ouais. En fait, le truc avec ce jeu, c'est que bon, on va commencer par parler de ce qui va pas dans le jeu. Il y a des personnages secondaires qu'on peut recruter avec une mécanique de gacha de jeu mobile. Ah. Ça a rien à foutre dans un jeu que t'achètes plein pot sur une console. Et le modèle économique qui va avec est inacceptable. Attends, Le character design. T'as aussi modèle économique comme ça? Tu peux acheter des capsules en plus pour débloquer les derniers personnages si tu les as pas. Oh la vache! Tu les as pas eu dans le jeu principal. Pratique commerciale inacceptable. Ça, on est d'accord. Les chara design de certains persos féminins, ça va de très limite à putain va toucher de l'herbe avant de retoucher un stylo quoi. Ouais, JRPG là-dessus c'est compliqué. Oui, mais celui-là c'est un des plus graves. Hein. Ah ouais? Attends, je vais aller checker. Il y a des trucs, il y a un personnage où c'est une femme lapin et t'es là mais Comment j'explique ça à ma partenaire de vie s'ils vont jouer. Quoi, elle te voit dessus? Attends, mais c'est quoi là que tu joues? Non, c'est parce que tu crois, je te jure! C'est parce que tu crois, c'est parce que c'est vachement bien. Oh la vache! Ah oui, d'accord! Oh la vache! Oui, d'accord, ok, je vois. Ouais. Non, mais donc, il y a des trucs, ça va pas. Bah, quand ils avaient intégré le duo de personnages féminins principaux, Pyra et Mitra, dans Smash, ils ont censuré le costume de Mitra en lui mettant des collants sur les jambes et en mettant des grosses plaques de métal sur son décolleté. Ils ont patché le jeu pour qu'elle ait cette apparence-là aussi dans Xenoblade. Oh. Mais par contre, ils ont pas touché au design de Pyra, qui on lui voit l'arrêt des fesses quoi. Donc allez, ils auraient pu le faire aussi quoi. Mais bon, putain, je veux dire, entre les deux, j'aurais plus censuré Pyra que Mitra. Ouais, je vois. Putain. Si tu vois les deux l'un à côté de l'autre, moi j'aurais plus censuré Pyra, mais bon. Je vois en effet, ouais. Mais donc bon, voilà. Ça c'est les trucs où ça va pas. Je sais que ça va pas. C'est pas la peine de venir me dire que ça va pas. Je suis au courant. Si vous voulez me le dire sur le Discord quand même, bah faites-le, mais sachez que je sais que ça va pas. Non, mais ce qui est hyper intéressant dans le jeu, c'est que tout le principe, enfin toute la construction de l'univers est vraiment intégrée. C'est-à-dire que dans le jeu,
tu as une classe de guerriers qui a des capacités surhumaines qui s'appellent des pilotes. Ces pilotes, ils créent un lien avec leurs armes, qui sont des êtres vivants capables de servir d'armes, qu'on appelle des lames. Ces lames, tu les éveilles en ouvrant des cristaux. Donc ça, c'est la mécanique de gacha. Et le jeu se passe sur une planète où tous les continents sont des titans qui flottent dans le ciel. Ok, stylé. Et en fait, tu découvres à la fin du jeu qu'il y a un lien très fort entre les cristaux, les lames et les titans. Et donc que tout l'environnement va être intégré à la manière dont la société est construite, puisque les pilotes, c'est vraiment des gens qui vont avoir un impact sur les relations entre les nations, sur la politique, sur l'exploration du monde souterrain qui a subi une apocalypse. Le système de combat est basé sur l'entente qu'il y a entre le personnage et sa lame. Tu vas pouvoir faire ensuite des combos qui sont vraiment la réalisation les combos sont de plus en plus impressionnants au fur et à mesure que le jeu avance, parce que les relations entre les personnages, que ce soit des humains ou des lames, s'approfondissent. Il y a toute une séquence où on voit un personnage qui a plus d'énergie pour son arme, et il se la plante dans le bide en expliquant que ça va être son sang qui va alimenter sa lame parce qu'il a plus de mana, quoi. Oh, le drama. Le drama est là. Et en fait, enfin, vraiment, au fur et à mesure que le gameplay se dévoile, c'est un jeu aussi, il faut une 30aine d'heures pour que tu aies accès à toutes les options de gameplay. Il y a des pans entiers du menu qui sont inaccessibles tant que la mécanique n'a pas été déployée. Et donc, t'as un menu incomplet pendant 30 heures. Ah, super, je vois. non, mais faut accepter le délire. Mais une fois que t'acceptes le délire, t'as vraiment une intégration totale du world building dans la narration. Et le lien entre la manière dont le monde est et comment le jeu fonctionne est vraiment parfaitement intégré. Encore plus que pour moi, encore plus que dans d'autres JRPG, parce qu'on peut aussi penser à Final Fantasy VII, où il y a toute la question des matérias et de, comment ils appellent ça, le sang de la planète, un truc comme ça, où en fait les deux sont liés, et plus il y a de matérias et moins il y a de ressources naturelles. On y repense aussi, mais je trouve que le délire est poussé vraiment à son paroxysme dans Xenoblade Chronicles 2, parce que t'as l'aspect personnel, l'aspect politique et vraiment l'aspect environnemental où toutes les implications vont se recouper et c'est en rapport avec l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire du jeu, c'est l'histoire de pourquoi les titans sont en train de mourir, pourquoi il y a des titans qui flottent dans le ciel et pourquoi les gens vivent pas à la surface du monde, et tout ça c'est intégré à comment le jeu se joue, et le fait qu'il y a des êtres vivants avec une conscience, mais qui sont aussi des ressources naturelles et des objets technologiques, quel impact ça a sur leur statut dans la société, tout ça c'est exploré aussi. Et donc, parce que tout est complètement intégré et que tout va servir à renforcer à la fois la manière dont tu joues et l'histoire qui est racontée, les thèmes qu'elle aborde et comment elle est racontée, pour moi, ce jeu-là, c'est le jeu qui va le plus se rapprocher d'une œuvre d'art totale. Ah, ok. Mais en vrai, dans tout ce qui est JRPG, RPG, je pense que je peux voir comment ça peut se rapprocher d'une œuvre totale, parce que c'est vraiment le genre où tu peux le plus facilement
aller chercher un peu partout, parce que t'as aussi le délire des quêtes secondaires qui vont te permettre d'aller approfondir d'autres aspects de l'univers sans que ça te semble être un énorme HS, parce que ça fait partie du gameplay des JRPG, d'avoir aussi, d'aller aider par exemple d'autres personnages, d'aller faire d'autres quêtes avant de te recentrer sur la quête principale, et qui peuvent te permettre d'explorer à la fois d'autres thèmes, aussi d'autres gameplays. Enfin, c'est vrai que je peux voir en quoi le JRPG s'en rapproche le plus, et du coup en quoi le Xenoblade Chronicle se rapproche le plus. Donc n'hésitez pas à y jouer en reconnaissant qu'il y a plein de choses qui vont pas dans le jeu. Hein, ça, c'est... Ah, ça, des fois, c'est compliqué de faire sans, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de JRPG, j'ai fait quelques RPG. Là, je repensais à Witcher 3, par exemple, où, justement, il y avait un moment, j'avais lâché le jeu parce que sa misogynie m'avait pas mal saoulé. Du coup, j'avais laissé le jeu de côté pendant genre peut-être 3-6 mois. Après, j'y suis retourné. Et là, j'ai beaucoup plus kiffé pour le coup, notamment parce que j'étais quand même assez loin et j'ai pu découvrir le DLC Blood and Wine. Et là, j'étais vraiment en mode putain, mais ça, c'est vraiment le meilleur de ce que on aurait pu trouver dans Witcher 3, quoi. Donc ouais. Ouais. Non, mais c'est... Oui. Alors, dernier truc qui va pas. Il y a dans Xenoblade Chronicles 3, il y a une photo des personnages de Xenoblade Chronicles 2 où il y a le personnage principal Rex qui est entouré de tous ses copains et bon sur les il y en a combien sur les 5 meufs, il y en a 3 qui ont un bébé dans les bras et c'est même pas du sous-texte, c'est le texte, chaque bébé c'est le bébé de Rex. Bon. Ah putain, mais what, le mec avec son harem. Bon. Alors c'est pareil, l'image est pire hors contexte que dans le contexte. Parce que non, après je vais pas prendre la défense de l'existence de cette image parce que ça fait partie des choses qui vont pas. Dans le contexte du jeu, ça a du sens. J'aurais préféré que l'image n'existe pas, mais bon. Ah putain, c'est vraiment genre. Non mais là comme ça a l'air horrible, mais je te jure, dans le contexte ça a du sens. C'est en mode mais dans quel contexte c'est ok en fait. Rentre dans les détails là. J'en peux plus. Non mais je comprends que c'est une autre tech, hein, parce que c'est vrai que maintenant que tu mets en rapport avec tout ce qu'il y a pas dans le jeu, je suis vraiment en mode ah ouais ok d'accord. Là les gens qui ont fait le jeu. Ah mais après, je pense aussi que une œuvre d'art peut être totale sans être bien. Hein. oui, ça là-dessus, je suis assez d'accord. Tu peux essayer de tout mettre dedans et ça fait un énorme bordel qui n'a absolument aucun sens ou avec plein de trucs qui vont pas. Mais tu es quand même dans l'œuvre totale. En effet, une œuvre totale ne serait pas forcément un chef-d'œuvre. Donc voilà. Je pense qu'une fois que vous êtes prévenu, vous pouvez donner sa chance au jeu. J'en ai entendu beaucoup de bien de ce jeu. Hein. C'est vrai que c'est pas la première fois que j'en entends parler. Et globalement, les personnes qui aiment bien les JRPG de base, Xenoblade Chronicle 2, il revient quand même énormément dans leurs recommandations. Ouais. Alors après, je vais te dire, j'ai pleuré devant le 3, j'ai pas pleuré devant le 2. Ok, bah le 2 nul à chier dans ce cas. Enfin, je veux dire... mais le 3 a moins le côté total qu'à le 2. Ok, d'accord. Donc comme quoi, être plus dans un couloir, des fois, ça permet d'être émotionnellement plus impliqué. Non, je sais pas. Ça dépend de ce que raconte le 3 aussi. Alors si je devais parler de Xenoblade Chronicles 3, on en aurait pour une 2e heure de podcast, donc je vais pas je vais pas trop m'apesantir. Ce que je dirais, c'est Xenoblade Chronicles 3. C'est plus un jeu qui se ressent émotionnellement qu'un jeu qui se raconte. Parce que c'est parfois difficile de mettre des mots sur ce que tu ressens quand il joue. Ok, et tu le vends bien comme ça. Hein. Ça pique la curiosité. Mais bon après bien sûr c'est des jeux qui prennent au moins 100 heures à finir, donc faut avoir le mode de vie qui va avec, mais je regrette pas d'y avoir joué, ça c'est sûr.
Après, tu sais, tu disais au début, voilà, il faut 30 heures avant de débloquer tout le gameplay. Bon, côté, quand tu compares à un Isaac, t'as envie de dire 30 heures, c'est gentil, tu vois. J'avais parlé dans mon épisode sur les roguelites que mes 70 heures de Slay the Spire ont ressenti ces 10, donc... Ah oui, ouais, c'est vraiment le gros tunnel, ouais. Ça, c'est un truc que je peux comprendre. Donc voilà, merci Sybille de m'avoir accompagné pour cet épisode. Mais écoute, pas de soucis, c'était un plaisir de faire mes monologues sur l'art et sur les œuvres d'art total. J'ai beaucoup aimé. Ah bah écoute, à ton service. Donc je vous rappelle que Otex et Slowburn est un podcast Studio Carton C. Vous pouvez vous rendre sur studiocartonc.fr pour retrouver tous les autres podcasts du réseau. Merci à Vincent pour la voix off au début de l'épisode. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne de Simon dans la description de l'épisode. Merci à Paul pour le montage. Merci de nous écouter tous les mois. Merci Sybille de m'avoir accompagné. Donc on vous retrouve, toi et tes deux comparses, toutes les 2 semaines dans le Queen Club. Exactement, les épisodes sortent le dimanche. C'est notre habitude, notre petite routine. Très bien. Et je recommande parce que la confrontation des points de vue est vraiment le gros point fort de l'émission selon moi. Donc, on se bat. On en sort ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des épisodes où je me suis dit que ça allait mettre votre amitié à l'épreuve? Peut-être. Ouais. On n'hésite pas là, on se rentre dedans, on a des choses à dire, on les dit. Mais c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Et donc, venez dire coucou sur le Discord. Vous pouvez aussi envoyer un mail à hottext.slowburn@gmail.com. Et puis on se retrouve le mois prochain. D'ici là, continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut!